C'est exactement là, selon moi, le problème, parce que finalement, les bons acheteurs finissent par se retrouver dans les grands groupes, mais il y a tellement de travail à faire dans les PME, énormément. Et puis, c'est tout aussi intéressant. Là. Je veux dire, des fois, tu as tout à faire. Tu as tout à bâtir, tout un système, et puis c'est la beauté de la chose. Bonjour Cédric, Bonjour, j'ai vu effectivement, là, donc toi tu es le directeur achat d'une boîte qui s'appelle Ficodis. Ficodis, c'est bien ça? Exact, oui. D'accord. Et j'ai regardé un peu le site internet de Ficodis, donc vous, au sein de Ficodis, vous fabriquez ou vous êtes distributeur de tout ce que je vois sur le site, là, de tous ces équipements Distributeur, industriels? distributeur, D'accord, ok, ouais, donc on est vraiment dans distributeur. une Donc, logique voilà, de sourcing en permanence. exact, voilà. C'est toujours à la recherche des lignes dont nous avons besoin pour être capable d'être bien placé dans le marché et d'aller chercher des parts de marché. Et aussi, après, une fois que tu as ces lignes-là, c'est comment tu fais de la croissance et tu augmentes la profitabilité. Voilà. D'accord, ah ouais, parfait. Et du coup, tu peux peut-être nous dire comment tu es arrivé dans les achats, parce que j'ai vu dans ton parcours que tu n'as pas été acheteur depuis le départ. Qu'est-ce que... En fait, quand j'ai fait ce qu'on appelle ici au Canada, c'est un bac en gestion des opérations et de la production, qui est assez vaste. OK? c'est, Ouais, on peut, tu peux faire du contrôle de la qualité, tu peux faire vraiment des plans de production, donc de la planification. On t'apprend à faire du contrôle d'inventaire et une base de gestion de projet. Euh, et après, il fallait choisir en fait dans quoi tu veux un peu te lancer. Euh, et plus jeune, j'ai toujours voulu être bon, un peu avocat. Donc, ce que j'aimais, c'est que dans le domaine de l'achat, il y a la négociation. Ouais, un avocat, qu'est-ce qu'il fait? Il négocie. Donc, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu retrouver un peu dans mon champ professionnel. Et puis, donc, par le fait même, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu l'opportunité avec un ancien employeur avant Ficodis, c'est ça que je cherchais, et qui m'a dit, ben, je vais t'apprendre à négocier. Moi, le reste, tu le connais, mais si tu dis que tu vas apprendre à négocier, je t'apprends à négocier. Je t'apprends ce que moi, je connais. Et c'est une des choses, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, au début, j'allais en réunion et je regardais et j'écoutais. Et puis après, j'ai commencé à prendre moi-même la direction des négociations avec des petits fournisseurs moyens, puis jusqu'au gros. Donc, c'est comme ça que je suis rentré dans les achats, si je peux dire ça. Mais d'accord. ma force initiale était beaucoup dans la gestion d'inventaire et ainsi de suite. Aujourd'hui, j'utilise Ouais, ouais, même les deux, voilà. ok. Et là, je vois donc le thème du podcast qu'on va faire aujourd'hui, c'est la relation entre les fournisseurs et un groupe multi-entités. Mhm. Et ça, alors pour l'avoir vécu aussi chez General Electric, United Technologies, le groupe SEB, ou la gestion des fournisseurs quand on travaille dans une entreprise qui est éclatée sur plein d'activités, plein de sociétés différentes, c'est souvent délicat. Donc l'idée, c'est de faire un partage d'expérience vraiment sur comment vous avez un peu mis en place une stratégie de cohésion, de synergie et de travail d'équipe entre les fournisseurs et les acheteurs. Ben, le plus gros défi, c'est d'abord que entre les compagnies, les différentes succursales, ils s'entendent sur quelle est la ligne qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pousser. Et donc, il faut créer ces discussions-là. C'est à travers ces discussions-là qu'il y a un chemin qui se fait. La meilleure structure que j'ai connue et on pratique aujourd'hui, ce sont les comités de produits, par spécialité, par gamme. Et tu rassembles les gens autour d'une table et ils échangent un peu leurs succès et leurs déboires qu'ils ont eu avec les différentes lignes. Et avec l'objectif de les amener dans une direction. D'autre côté, nous, au niveau des achats, nous devons nous assurer d'avoir le support nécessaire de la part du fournisseur une fois qu'on veut le déployer. Mais il faut avoir désolé pour l'anglicisme, mais le buy-in de la part des équipes pour être capable de pouvoir rediriger. Ce qui se passe, euh, souvent, ça en prend un ou deux qui ont une belle histoire de succès, où ils ont réussi à vendre le produit, ils ont eu le bon support, ils ont eu aussi
une belle profitabilité, ils ont fait de l'argent. Donc, et une fois que tu as ça, après, tu peux commencer après à bâtir au-dessus. Donc, souvent, ma stratégie première est comité produit, choisir je dirais un premier un ou deux qui vont vouloir tester la formule et en même temps, le fournisseur, il démontre son engagement réel. Et une fois qu'on a une histoire à succès, là, on peut après la quintupler ou dire à tout le monde de voici ce qu'on fait au niveau groupe. Donc, c'est vraiment important d'avoir des histoires à succès. Voilà. Sinon, Ouais, c'est plus lent. c'est ça. L'indicateur numéro un, c'est d'abord de créer cette synergie autour d'un projet qui va fédérer tout le monde et qui Voilà. permettra ensuite de mettre en avant le savoir-faire des équipes achats pour aller attaquer de nouveaux sujets achats. Exact. C'est ça. Vous avez un exemple à nous partager de succès que vous avez eu et qui vous a permis justement de débloquer la situation dans un département ou autre? Ouais, j'en ai plusieurs. Deux choses. Moi, je travaille au niveau de la distribution. Ce qui est particulier par au niveau quand tu es manufacturier, c'est parce qu'à la distribution, il y a aussi le niveau de positionnement que tu as dans le marché comme distributeur. Et des fois, souvent, au niveau des achats, notre défi, c'est d'aller chercher le support du fournisseur, en tout cas au-delà de ce que ta position actuelle te donne. C'est ce fournisseur-là que tu vas vouloir mettre de l'avant pour arriver, celui qui va te donner sa confiance et qui va son gage de confiance à l'entreprise, à la boîte et à l'équipe, on va vouloir pousser pour pouvoir aller à la prochaine étape. Donc, concrètement, j'ai un fournisseur, par exemple, chez Ficodis comme Milwaukee. Quand j'ai commencé là, c'était un fournisseur mono-compagnie. Donc, une compagnie qui faisait presque 100% du volume. Presque. Et donc, le plan est de le déployer maintenant dans les différentes entités de la boîte. Donc, il faut faire un plan par compagnie. C'est sûr que là, ça demande encore une fois autour du comité produit. Tu demandes à la personne qui est le dirigeant ou le meilleur vendeur de la boîte qui vend principalement la ligne en question Milwaukee, de pouvoir en parler, de quelle attractivité. Et une fois que tu as bien positionné l'attractivité de la marque ou de la gamme face à la clientèle, c'est quel type de support tu as de la part du fournisseur. Et au niveau des achats, si on a été capable d'avoir un engagement supérieur au niveau que nous avons, il faut aussi le mettre de l'avant. Parce que c'est un engagement qu'on met, qui n'est pas nécessairement écrit dans le contrat, mais ça fait partie de ce que nous devons livrer. Donc, derrière, c'est de dire aux autres compagnies, voilà ce qu'il a avec l'engagement qu'il a, voilà ce que nous sommes capables d'atteindre avec ce que nous avons aujourd'hui et l'engagement que si on livre ce qu'on a dit qu'on faisait, on serait capable d'avoir et qui est équivalent à un distributeur de telle taille. Donc, c'était beaucoup le positionnement et qui nous permet d'être plus compétitifs aussi à la fin. Voilà. Oui, donc du coup, il y a un rôle effectivement d'acheteur pour aller trouver le fournisseur, le sourcer, le négocier, mais finalement, vous prenez beaucoup en compte aussi la partie marketing et revente client dans le métier, ce qui n'est pas forcément le cas d'un métier d'acheteur classique dans l'automobile ou autre, où il va se concentrer sur sa pièce sans jamais se Voilà. préoccuper de la valeur perçue sur le client. Exact. En fait, c'est que pour moi, si tes produits, c'est une analyse et tu as le droit et c'est bien, très important. Mais il y a deux niveaux, en fait. Il y a un niveau analyse produit de savoir où est-ce que je l'achète, ma pièce. Et il y a le relationnel fournisseur qui est important à maintenir face au positionnement dans le marché. Que le marché aille vers la hausse ou une année comme COVID où le marché va vers la baisse. Parce que encore plus que jamais cette année, une année de COVID, on a l'obligation de se rapprocher de nos fournisseurs clés et quelque part, c'est ceux qui vont nous supporter aujourd'hui dont on va se souvenir demain. Parce que le fameux engagement ne marche pas seulement quand tout va bien. L'engagement marche aussi quand ça va mal. Et c'est un peu là que tu testes un peu aussi le vrai niveau d'engagement des différents fournisseurs. Oui, alors, et du coup, là, on attaque un peu le deuxième point que je voulais voir avec toi, c'est cette partie engagement du groupe envers ses fournisseurs. Est-ce que vous, pendant le début de la pandémie, grosso modo mars-avril 2020,
Vous avez mis en place des actions particulières d'accompagnement ou de gestion du risque auprès de vos fournisseurs et validé, on va dire, sur les plus hautes instances de la direction du groupe? Première des choses, ça a été vraiment de les contacter, savoir comment ça allait. Est-ce que tout va bien? Quelle est votre situation? Quelle est votre réalité? Et c'était aussi un peu pour nous pour qu'est-ce qu'ils font, un peu un partage de bonnes pratiques, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'on fait, mais surtout aussi pour savoir à quel point vous êtes impacté dans votre domaine et puis nous, se mesurer un peu face à ça. Surtout que dans un groupe avec multi-compagnies, nous avons des compagnies qui sont dans différents territoires. Donc, la réalité de l'impact que nous avons eu de la pandémie, je dirais ici au Québec, que ce soit à Montréal ou à Québec ou à Ottawa ou à Toronto, n'est pas la même. Donc, parce que les industries ne sont pas nécessairement similaires dans tous les domaines. Donc, c'était la première étape. Deuxième étape, ça a été vraiment, nous, de notre côté, ça a été de resserrer les achats d'inventaire. Donc, les stocks super élevés. Donc, il a fallu, dans certains cas où on avait des prix avantageux parce qu'on faisait des achats de volume, négocier des prix, du moins temporaires, pour préserver notre marge. Donc, il y a des actions comme ça qui ont été mises, mais on va pas se le cacher, le vrai défi au début de la pandémie, ça a été vraiment la fermeture complète. Donc, il y en a eu vraiment ce que j'appelle notre métier, les produits de notre métier on n'en vendait pas, presque pas. Après c'était le sourcing des produits de protection, des infectants, et ainsi de suite, qui n'est pas notre domaine initial. Mon ancienne industrie dans laquelle je viens, d'où je viens, c'est celle-là. Donc là, oui, on a pu bénéficier un peu de mes anciennes sources, mais voilà. D'accord. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, on va dire plusieurs mois après ce début de pandémie, vous sentez que le marché fournisseur dans votre secteur s'est remis un peu et s'est adapté, ou vous continuez à anticiper, on va dire, des défaillances de vos fournisseurs et vous commencez à travailler sur du double sourcing ou sur des actions, on va dire, pour contrecarrer ce risque de défaillance? Non, non, non. Le marché, c'est quand même, il est reparti. Pas au niveau où il était avant, mais il est quand même reparti. Il y a certains, je ne dirais pas qu'il y aura des fournisseurs qui vont faire complètement des défaillances, mais il y aura clairement, je pense, beaucoup moins de support terrain. Je pense que c'est ce que je sens le plus. Et avec certaines lignes, c'était ça qui faisait notre succès. Hein, c'était le support de deux équipes. Et beaucoup avec moi, c'est plutôt là que je pense qu'il va y avoir une différence parce que les équipes de vente ont été réduites dans certains cas. Donc, un directeur de territoire gère un territoire plus large. Et aujourd'hui, il n'a plus le moyen, il n'a plus le temps de passer autant de temps qu'il passait avec une entreprise du groupe. Et c'est là, je pense, plutôt qu'on risque d'avoir des défaillances. Donc, nous, de ce côté-là, ce qu'on a fait en début de la pandémie et qu'on va continuer de faire l'année prochaine, c'est vraiment de miser sur la formation du personnel. On veut augmenter le niveau des équipes parce qu'il est clair que je pense que plus que jamais, la distribution aura un rôle à jouer très crucial dans la pandémie. Ben, Ouais, et je donc veux du dire, coup, dans la transition. ouais, c'est ça. Et donc l'idée, en fait, c'est de reprendre en fait une partie du support client qui était parfois délégué chez le fournisseur en interne pour Oui, garder le même niveau de qualité et garder vos clients. exact. De l'autre côté, par contre, si tu me donnes moins, faut que à long terme, il faut que tu augmentes ma profitabilité parce que moi, je vais devoir investir plus de mon côté. Et c'est ça la transition que moi, j'anticipe. Honnêtement, au niveau avec certains fournisseurs, c'est qu'ils vont préférer, dans certains cas, transférer ou faire beaucoup plus de transferts vers la distribution sans nécessairement donner plus de marge. Donc, réduire leur effectif de vente, peut-être augmenter le nombre de distributeurs qu'ils ont, mais ils vendent à la même marge, et puis continuer comme ça. Oui, tout à fait. Et c'est une excellente transition parce que du coup, pour piloter tout ça, vous avez besoin de mettre des indicateurs qui vont remonter automatiquement chez les fournisseurs pour savoir jusqu'où va s'arrêter demain le support, qu'est-ce que vous devez garder en interne, et puis évaluer, on va dire, la bonne dose de négociation sur le renouvellement des contrats pour leur dire, si c'est nous qui prenons en charge le travail que vous faisiez avant, il faut réajuster nos contrats au moins d'autant.
Oui, en fin de compte, la première, effectivement, il faut mettre au niveau, le premier support qu'un fournisseur nous donne, en dehors du côté technique, euh, parce que ça, on part du principe que tu es un fournisseur, personne ne connaît mieux la gamme que toi, c'est au niveau de l'inventaire aussi. On sait que depuis plusieurs années, les manufacturiers ont réduit leur niveau d'inventaire. Et aujourd'hui, en pandémie, plus que jamais, tout le monde a réduit ses inventaires et puis on l'a vu, parce que là, les délais étaient plus longs, donc les gens n'avaient pas le temps euh, de rebâtir leur inventaire aussi rapidement qu'ils le faisaient. Donc, un des premiers, pour moi, éléments, c'est de savoir est-ce que c'est moi qui tiens l'inventaire ou c'est toi? C'est-à-dire que si toi, tu as un inventaire rempli et que tu me promets des livraisons rapides et ainsi de suite, je suis en mesure de me permettre de peut-être donc de miser plus sur d'autres points que sur ça. Ça, c'est un des premiers trucs. Le deuxième, c'est de dire d'abord la profitabilité que je fais de la marge, quelle place tu me donnes. Parce que si tu me donnes 20% de marge, eh bien, je dois livrer, je dois entreposer, je dois former mon équipe et payer la commission. À ce moment-là, il faut un peu mesurer ça. Mais pour répondre à ton point, pour moi, c'est l'inventaire, c'est au niveau de la marge, profit, marge avant que nous faisons, une combinaison de tout ça qu'on doit s'assurer de garder un minimum de niveau. Parce que si moi, je pars du principe que nous allons former nos équipes pour pousser la ligne comme il faut, toi, tu formes tes équipes du côté technique pour qu'on puisse positionner le produit dans le marché. Nous allons mettre les outils à disposition. Ça, c'est une autre chose qu'on regarde. C'est le niveau de participation des fournisseurs dans les différents programmes que nous créons. Donc, oui, c'est bien d'avoir un rabais volume, mais est-ce que tu participes au marketing? Est-ce que tu participes au programme EDI? Est-ce que tu participes? On veut être un peu de l'avant, en avant-garde dans notre industrie. Et donc, au niveau de participation, au niveau de profitabilité, puis l'inventaire que tu me demandes de garder. Ouais, je vois. Et est-ce que vous avez mis en place des solutions ou des outils pour traquer un peu tout ça vis-à-vis des fournisseurs aux achats, que ce soit, alors ça peut être Excel ou ça peut être des outils digitaux type Source to Pay. Bon, première des choses, c'est le niveau, ce qu'on appelle le fill rate fournisseur. Donc, le niveau de service du fournisseur. Donc, c'est un indicateur qui mesure le fournisseur nous fait une promesse qu'il livre en 10 jours. Donc, moi, je prends les items que je tiens en inventaire. Seulement les items que je tiens en inventaire. On place une commande. Et là, lui, il dit, ben, moi, ce que je mesure, c'est est-ce qu'il respecte son 10 jours. Si sur 10 items, donc c'est un item, mais j'en ai commandé 10, donc 10 caisses, et qu'il m'en livre 8, eh bien, il a 80%. Et c'est surprenant parce qu'ils te disent tous qu'ils ont 98%, 96%, mais très peu respectent ça quand c'est toi qui le mesures. Et c'est un peu là le delta. Et c'est ça qu'il faut mesurer. Et à la fin, ce qu'il faut s'entendre avec ton indicateur aussi à toi, parce qu'ils ont le leur, mais ça, tout à le tien, c'est avec eux, en fait, compte, le niveau de service auquel tu t'attends. Donc, celui qui vend et qui me fait 20% de marge, eh bien, je m'attends à ce que tu sois à 98% de fill rate fournisseur. Et s'il y a quelqu'un qui me vend, mais qu'il a 60% de marge et qu'il est à 60%, ou 60, c'est quand même bas, 60% là, fill rate, donc tu as 75%, eh bien, peut-être que je vais accepter certaines choses. Donc, c'est un peu un des éléments de discussion qu'on a créé. J'ai découvert cette année le Jim Roy, que je ne peux pas aller en détail pour dire que je connais en fond, mais que je suis en train de regarder comment l'appliquer, comment le mettre en place, où ça lie la profitabilité générée d'un fournisseur et l'inventaire, la valeur et la durée d'inventaire que tu dois capitaliser, et les deux ensemble. Donc, on est en train de travailler là-dessus pour 2021. Mais je pense que plus que jamais, en temps de COVID, on a eu de l'inventaire où on s'est stocké au mois de février, mars, avril, pour 6 mois. Il y a eu des mois qui étaient morts. Donc, on a fini par avoir un inventaire sur peut-être jusqu'à la fin octobre, peut-être, de ce qu'on avait acheté, mais pour faire peut-être en moyenne 22% de marge, 23% de marge. Est-ce que réellement cette ligne-là a été profitable par rapport à une autre ligne? Donc, c'est ça aussi, là, c'est une façon de niveler la comparaison entre les différents fournisseurs. Et du coup, en termes parce qu'on est vraiment sur de la gestion de la performance fournisseur,
C'est ça. Vous évaluez ça, est-ce que vous dites, voilà, tous les mois, tous les 2 mois, une fois par trimestre? Et avec qui vous faites cette évaluation? Parce que là, de ce que je vous entends, c'est vrai qu'on a de plus en on vous voit de plus en plus sur un rôle d'acheteur à 50 et c'est vraiment sur un rôle de chef de produit sur un autre 50. C'est ça. Mais en fait, compte, au niveau du groupe, ce que nous arrivons à faire, c'est à chaque trimestre, il y a une évaluation un peu des fournisseurs, ce qu'on appelle prioritaires. C'est bien sûr pas tous les fournisseurs. Nous avons 4 créneaux dans lesquels nous travaillons, donc aussi bien euh, outillage, sécurité, euh, coupe et aussi puissance. Et c'est dans ces 4 créneaux-là que nous décidons si nous pouvons, si nos fournisseurs prioritaires respectent, on fait compte nos missions. Mais comme je te dis, le fond de la discussion dans un groupe comme le nôtre qui est en forte croissance, on mesure le positionnement et puis on mesure le support et nous, notre performance à nous par rapport à aller maximiser la profitabilité versus ce que le fournisseur nous donne. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, alors je change un peu de sujet, mais comme tu as un peu la vision aussi de la Belgique et de l'Europe, est-ce que tu perçois des différences en termes justement de gestion des achats ou de marché entre l'Europe et le Canada sur ton métier au quotidien? Euh, Clairement, moi je trouve que la profession, je parlais de la France là-dessus, la profession d'acheteur, euh, nous sommes en arrière ici. Elle n'est pas aussi professionnalisée en Amérique du Nord. Un acheteur ici en Amérique du Nord, c'est quelqu'un qui fait des achats et il négocie des prix. Vous serez surpris combien de distributeurs font des achats, mais ils vont commander le prix le plus bas ou celui qui ne demande de stocker zéro ou aucun stock ou bien le gars le plus près. Mais quand tu finis par fouiller un peu au niveau produit, au niveau performance, tu te rends compte que ce fournisseur-là te donne peut-être 30% de marge. Cependant, il te demande de stocker, d'acheter 3 fois par année du stock de XYZ versus l'autre qui te donnait 28% de marge, qui a un taux de fill rate dont je parlais à 98% et donc il ne te demande pas de donner beaucoup d'inventaire. Par contre, il va être à Toronto et non à Montréal, par exemple. Donc, il va peut-être que tu prévois une journée de délai de livraison. Donc, il faut que tu fasses un plan de stock par rapport à ce que tu vends régulièrement. Et tout ça n'est souvent pas mis en place ici. Parce que je trouve que la profession n'est pas professionnalisée. Et même, je dirais, même moi, quand je parle avec certains collègues, donc en dehors de l'industrie, beaucoup ne comprennent pas c'est quoi être un acheteur. Hein, tandis que je trouve en France, il semble avoir un ordre, une structure, il y a des masters spécialisés là-dedans, ce qu'il n'y a pas ici. Ici, on est imbriqué. Il faut comprendre, avant, il y avait le génie industriel, OK, qui converge, avant, qui était vers après, c'était une maîtrise en gestion des opérations de la production. Le baccalauréat, c'est nouveau, ça. C'est à l'Université Concordia où j'étais, ça a commencé en 2016. Au HEC, ça a commencé un peu quelques années avant. Avant, c'est seulement donné la maîtrise. Tandis qu'en en France, quand je regarde les programmes qui se donnent, je suis un peu euh, le Conseil national des achats, tu arrives à voir qu'il y a des gens qui ont réellement fait 7 ans d'éducation, 8 ans dans les achats et qui travaillent maintenant dans les achats, donc sont des professionnels acheteurs. Euh, et c'est ça, je trouve, qui manque un peu ici, si pour répondre à ta question. Et vous sentez, c'est vrai que c'est un peu le sentiment que j'ai moi aussi là, quand je rencontre des sociétés, sur le niveau de maturité achat et on voit effectivement qu'aujourd'hui il y a, à ma connaissance, pas réellement de cursus achat dédié dans les universités ou les écoles. Il y a quelques associations d'acheteurs, on va dire, qui proposent de la formation, voire même des certificats. Mais c'est vrai qu'on n'est pas sur la même maturité. Vous avez, est-ce que déjà, première question, est-ce que vous avez des équipes d'acheteurs et est-ce que vous sentez qu'il y a une montée en maturité, une prise de conscience des achats au Canada ou au final, non, c'est vraiment très ponctuel et c'est vraiment du cas par cas? Euh, je dirais pas encore au Canada, honnêtement. Je trouve que c'est pas encore le cas au niveau de la direction.
Je pense que le COVID, par contre, ou la pandémie, va changer ça. Parce que même dans les... Parce que je parle beaucoup du Québec parce que c'est là que j'habite, mais il faut comprendre que le Québec, il y a beaucoup de PME. Et dans la PME classique au Québec, l'acheteur, souvent, c'est un gars qui connaît les produits, puis il achète, il achète. Mais être acheteur n'est pas connaître les produits. Et je veux dire, ça prend la connaissance des produits, oui, mais est-ce que tu as besoin, est-ce que c'est le critère numéro un pour être un bon acheteur? Une fois que tu as le produit et que tu as la source, ou tu as 10 autres sources, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça, c'est ça, être acheteur. C'est cette notion-là. Et c'est ça que je voulais dire quand je dis pas au Québec, c'est souvent, ou même au Canada, je trouve que c'est souvent, tu connais le produit, tu as la source, maintenant trouve-le. Moi, je trouve que le métier d'acheteur doit arriver au niveau où, une fois que j'ai ces sources-là, pour les produits identifiés, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je prends ma décision? Et la décision ne peut pas être transactionnelle. Des fois, elle l'est parce que ce n'est pas le cœur du métier, mais si c'est une ligne ou une partie, une pièce importante du distributeur ou du manufacturier pour lequel tu travailles, eh bien, il faut faire une analyse approfondie. Et c'est là, je pense personnellement, que le métier d'acheteur, même dans les équipes que j'ai gérées, OK, ça doit être rehaussé. Oui, c'est vraiment une notion de coût complet finalement qui n'est pas nécessairement pris en compte, hein. C'est ce que je vois ressortir de votre discours, c'est de se dire, ben, on a encore beaucoup de sociétés qui s'axent sur le prix sans forcément regarder combien ça leur coûte en termes d'inventaire, en termes de transport, en termes de marge derrière et côté client, et parfois sûrement aussi de prise en compte de la valeur en elle-même du produit qui permettrait de vendre peut-être plus cher chez les clients si on source mieux. Exact. Et quand tu amènes un manufacturier ou un fournisseur sur cette discussion-là, qui est moins sur le prix, toujours, OK? Ça donne aussi plus d'arguments de négociation. Ça donne plus de... euh, ça donne autre chose que juste le prix. Parce qu'à la fin, tu es limité dans le prix. Une fois qu'il t'a dit non, tu ne peux pas négocier autre chose. Par contre, il te coûte quelque chose amener ce produit-là. Des fois, avec un certain fournisseur, je dis écoute, moi, je couvre un territoire dans tout le Canada, je dois livrer d'ici partout au Canada, et maintenant, donc il y a un coût face à ça. Et pour ça, où je dois entreposer tous tes produits pour tous les compagnies du Québec à un endroit. Donc, tu fais une livraison, moi, je m'occupe de la livraison, ou de livrer partout. Mais ça aussi, c'est un transfert de coûts qui est fait de toi à moi. Mais ça n'a rien à voir avec le prix, tout ça. Et c'est cette partie-là que je pense qui est vraiment à développer. Et on le voit surtout dans un groupe à multi-entreprises. Ouais. Et aujourd'hui, dans le sourcing que vous faites des fournisseurs, là, on parle beaucoup de fournisseurs qui sont basés au Canada. Est-ce que dans le sourcing, vous essayez aussi de trouver des fournisseurs à l'étranger? Dans votre secteur, j'imagine qu'il peut y avoir beaucoup de fournisseurs chinois ou autres. Est-ce que c'est vous qui allez en direct ou est-ce que vous préférez passer par des intermédiaires? Quelle est un peu la stratégie que vous privilégiez? Ça dépend. En fait, au début, on allait un peu plus par des intermédiaires. Mais maintenant, à la tête du groupe, on va en direct. Donc, quand j'ai commencé, c'était intermédiaire. Mais maintenant, on va en direct parce qu'on a le volume. On veut avoir le contrôle aussi sur le niveau de la qualité des produits, et ainsi de suite. Ça vous a fait passer aussi, j'ai pas regardé dans le détail le catalogue, mais du coup, vous êtes passé aussi d'une notion de marque nationale à des marques distributeurs qui sont à votre propre nom, justement, en faisant Oui, oui, ce direct fournisseur. effectivement. Donc, on est en train d'élargir la gamme, la marque propre. Dans ce cas-ci, c'est Cromson. Et vraiment, il y a un il y a un plan qui est en place et puis qui va nous permettre vraiment d'élargir la gamme. Et encore une fois, je pense aussi que ça reste toujours, pas quelque chose que les fournisseurs aiment toujours, à moins d'y participer. Mais ça reste pour moi le meilleur levier qu'un acheteur peut avoir. Et donc les acheteurs sont partie intégrante de cette stratégie, c'est-à-dire qu'au niveau de la direction, quand ils imaginent la stratégie à long terme, ils y intègrent en amont la direction des achats, voire même la direction Oui, des achats peut-être peut leur dire, ben, moi j'ai sourcé tel ou tel produit, est-ce que vous souhaitez l'intégrer dans votre gamme? C'est comme ça que ça exact. fonctionne? Oui, ça fait partie d'une discussion. Donc, dès que j'ai un fournisseur qui fait de la marque propre,
dans des avenues que je pense qui peut être intéressantes pour notre marque, eh bien, on partage et on a une discussion autour de ça. Donc, on le partage avec le marketing et le directeur de la marque propre. Ouais, ouais. Non, c'est super complet du coup comme job. Et beaucoup de déplacements ou tout à distance? On se déplaçait quand même beaucoup entre les compagnies, les succursales, mais maintenant, c'est beaucoup à distance. Euh, mais non, ça va quand même. Bon, le déplacement, c'est peut-être une fois. Avant, j'allais à Toronto 2 fois par trimestre, moi. Parce qu'il y a quand même tous les sièges sociaux qui sont là, les fournisseurs sont là. Ça me permet de les rencontrer, puis faire des négociations. Aller en succursale, c'était beaucoup plus au niveau produit, si je peux dire ça. Le plan produit, qu'est-ce qu'on vend, parce qu'on a des plans de vente. Ben, tu achètes telle gamme de produits chez tel fournisseur, mais on va aller vers le fournisseur de ce fournisseur-là qui est B, vers le fournisseur A. Et puis, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, c'est des discussions beaucoup plus, je dirais, terre à terre ou terrain avec les différentes branches. D'accord. Ouais, non, c'est super intéressant. Ouais, ça fait vraiment du multifacette. C'est pas tout le temps le cas de rencontrer une direction achat qui évolue, on peut dire, dans tous les départements, avec une vraie action quoi, sur les stratégies produits. C'est souvent imposé aux acheteurs et ça, je trouve que c'est très bien parce que, à mon sens, les directions achats doivent évoluer de plus en plus, beaucoup plus sur la création de valeur que sur la réduction des coûts en tant que tel. Oui, Aller chercher, de se dire, on réfléchit sur le produit, non pas en se disant, bah, comment je peux tailler le produit pour qu'il coûte moins cher, mais comment je peux travailler avec le fournisseur pour que ce produit ait une valeur perçue bien supérieure aux économies que j'aurais pu négocier et du coup, bah, vendre plus cher le produit. exact. Mais tu sais, même la même chose chez les fournisseurs. Ici même, des fois, ils ne le comprennent pas, ça. Quand tu essaies de faire réaliser que au niveau de la valeur, il ne t'amène pas la valeur souhaitée. Et, et certains, des fois, ils te regardent et ils te répondent et tu te dis, mais donc, il n'a juste pas compris. Il n'a pas compris. Lui, pour lui, il te donne un prix, puis tu as de la marge à faire et puis ça s'arrête là. Et puis, sois content d'avoir ce prix-là. Et il faut trouver donc des façons un peu différentes de démontrer que la valeur n'est réellement pas là. Et puis aussi, le Ouais, choix, c'est des fois, c'est les PDG. Hein, c'est un peu de la vieille école. Tout était coup. Euh, j'ai déjà eu des patrons que c'était le plus bas prix, c'est tout. Et après, finalement, il y a des choses ça a évolué. Quand tu montes dedans, mais c'est peut-être le plus bas prix là, mais quand tu calcules le tout, c'est pas le plus bas prix. Hein, lui, il est plus cher, cependant, il nous donne un rabais d'entrepôt central. Hein, il donne un extra 15, il donne un rabais. Donc, le rabais était plus gros, mais peut-être et finalement, même en marge avant, on avait à peu près 2% de différence versus l'autre marque. Donc, on gagnait beaucoup plus au total que l'autre. Mais sur le prix facial, quand tu regardais, le vendeur, il dit, j'achète $10, je le vends à $13, eh bien, ça ne donnait pas la même réalité. Voilà. Et je pense que c'est là que les acheteurs doivent beaucoup jouer. ouais, exactement. Non, mais ça, je suis convaincu que l'acheteur doit évoluer là-dessus pour arriver à faire comprendre, vous avez raison, à faire comprendre aux fournisseurs la valeur ajoutée. C'est un peu le principe de l'iPhone, quoi, hein. Un iPhone, ça coûte le même prix qu'un téléphone lambda, sauf qu'ils arrivent à le valoriser 10 ou 20 ou 30 fois le prix par rapport à la concurrence pour des fonctionnalités assez similaires. Et il faut arriver à travailler sur cette valeur avec les fournisseurs pour qu'eux-mêmes le comprennent, que la direction le comprenne. Après, ça n'empêche pas, en plus, d'arriver à réduire les coûts de fabrication de ces produits, mais jouer sur les deux tableaux, c'est les enjeux des acheteurs de demain. Oui, définitivement. Donc, il faut aussi une compréhension, selon moi, fine. Ben, pas fine nécessairement, parce qu'on a quand même une équipe en général de vente qui est proche, mais il faut comprendre le marché. Il faut comprendre un peu, même en tant qu'acheteur. Et je dis le marché, pas le produit, hein, parce que c'est deux choses. Un acheteur, il y a beaucoup d'acheteurs vont connaître les produits. Ils vont connaître le coût, ils vont connaître le produit, ils vont connaître la source d'approvisionnement, mais ne connaîtront pas le marché. Et c'est un enjeu. Et pour avoir fait différentes industries, tu le vois, tu le sens quand tu changes d'industrie. En tant que tu dis, toi, tu es à un certain niveau dans une industrie où tu connais
le produit, tu connais les fournisseurs et tu connais le marché. Et là, tu changes d'industrie et là, oui, tu connais quelques fournisseurs et des fois, il y en a qui s'entrecroisent, mais tu ne connais pas aussi bien le marché. Donc, il y a un peu une courbe là et il faut y réfléchir avant de changer l'industrie complètement. Selon moi, c'est ça que je donnerais en tout cas comme conseil à différents acheteurs. Ouais, ouais. Et ça me fait penser d'ailleurs, est-ce qu'à Montréal, tu participes à des réseaux d'acheteurs? Il existe des rencontres pour justement voir un peu ses pairs, échanger sur les bonnes pratiques? Oui, ben, oui, mais pas rien de solide, honnêtement. Acheteur pur, non. On est souvent mélangé avec les gens des opérations, les gens de production, et c'est pas le même métier. Euh, bon, oui, il y a de l'analyse, tout ça à faire, mais toute la partie négociation, relation fournisseur, parce que beaucoup de gens vont dire négociation, c'est je te tords le bras jusqu'à ce que j'ai tout ce que je veux, mais c'est pas ça. C'est une forme de jeu quelque part. Hein. Comme j'ai dit, on présente la valeur que nous avons, nous, moi, comme distributeur, et j'essaie de te faire de toi, de te mettre dans mon plan d'affaires. Mais pour te mettre dans mon plan d'affaires, il faut que tu me donnes, c'est un échange de services quelque part. Et cette partie-là, souvent quand tu parles des fois des gens de production, je dirais pure, où ils ne comprennent pas ça. Donc, c'est que c'est toute la planification. Il y a tout un éventail. Tandis que les acheteurs purs, je pense que ça, c'est. Et autre chose, je pense aussi au Canada, en tout cas, il y a eu une culture où, mais je pense que c'est partout, avec la globalisation, pour baisser les niveaux d'inventaire. Partout, 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 partout. On l'a vu avec ce qui s'est passé avec la pandémie. Et je pense qu'un acheteur était perçu comme étant un centre de coût pur. Toi, tu risques d'augmenter mon inventaire pour pas manquer de stock, pour que tu sois toujours, tu n'aies pas à être, à avoir à être obligé de devoir faire des commandes sur prix, et ainsi de suite. Et il y a un juste équilibre. Et la valeur, comme je disais, ajoutée versus le coût. Et c'est là qu'il faut que les acheteurs arrivent à démontrer ça à leurs employeurs. Euh, Souvent, les gens ne veulent pas fusionner les deux dans les entreprises, mais je pense qu'il y a moyen de fusionner les deux. Je pense que le contrôle d'inventaire et les achats, avec une équipe, là, bien sûr, peuvent être faits par les deux. Oui, je pense qu'il y a une vraie action à mobiliser sur les approvisionneurs, les acheteurs et Mhm. les gens au niveau de l'inventaire pour qu'il y ait une coordination. Parce qu'en plus, je suis convaincu qu'il y a des entreprises qui stockent trop sans même avoir Mhm. réellement demandé à leurs fournisseurs s'ils pouvaient les aider à stocker et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ils le font par Exact. habitude et c'est tout. Et puis, le fournisseur, lui, il dit bah, merci pour le cadeau, puis voilà. Ouais, exactement. Elle dit, moi, je vous envoie des palettes entières, c'est beaucoup plus pratique que vous de les, que vous les Allez-y, moi, ça me coûte moins cher, je vous l'envoie. Tu es un bon client? Oui, oui, tu es un bon client. Parfait. Un jour, tu regardes ton compétiteur parce que tu fais une acquisition, tu te rends compte qu'il a des meilleures conditions de prix que toi. Pourtant, toi, tu t'achètes à la palette, lui, il achète à la caisse et tout va bien. Et c'est un peu ça. Ouais, exactement. Super. Écoute, moi, j'ai fait un peu le tour des points que je voulais aborder avec toi. Est-ce que tu as des points concernant ou un message à faire passer, on va dire, aux acheteurs canadiens, justement, pour essayer de créer un peu d'émulation autour des achats? Euh, Ce que je recherche réellement, c'est un réseau. Je pense qu'il faut qu'on crée un réseau d'acheteurs. Euh, je pense on est un peu imbriqué dans le SCOM, là, le Supply Chain Group, mais c'est correct, mais il faut créer une certification pour nous. Euh, Parce que la négo, c'est pas l'analyse. Tu crées face à ton analyse que tu fais, tu crées tes arguments de négociation. Mais souvent, cette partie-là, elle est pas apprise. Et même dans le bac, en tout cas, que moi, j'ai dû prendre un cours annexe, hors de mon programme, pour apprendre à avoir les bases de la négociation. Mais les autres, si tu n'avais pas ça, tu n'avais pas le cours. Donc, ce que je dirais, c'est créons un réseau, partageons, faisons-nous confiance. Je sais qu'on vient tous des différentes industries.
Et puis, bon, moi aussi, je suis disponible. Je suis passionné, je suis un passionné acheteur. Donc, s'il y a quoi que ce soit, si je peux partager quelque chose avec un confrère ou une consoeur, je suis disponible. Ouais. C'est un élément que j'avais commencé à mettre en place avec, vous pouvez regarder sur le site internet goprocurement.org où Mhm. on a essayé effectivement de mettre une sorte de réseau achat. OK. On a démarré à Toronto à la base en faisant des after-work et qui se passaient très bien. On avait à chaque fois une trentaine de personnes qui se rejoignaient de la fonction achat. Et c'est effectivement la faiblesse, je trouve, au Canada. Pour le coup, en France, on est plutôt assez bien accompagné avec le Conseil national des achats qui joue ce Mhm. rôle de fédération, on va dire, des acheteurs. Et au Canada, je pense qu'il y a une vraie volonté parce que je rencontre beaucoup d'acheteurs, en fait, parce qu'il y a vraiment un métier d'acheteur au Canada qui existe, mais Oui, il n'y a pas un lien qui s'est créé entre eux pour se rencontrer, améliorer, créer des cours, sans forcément qu'il y ait tout de suite des masters achats spécialisés, mais au moins des cours au sein d'un master qui parlent des achats. Rien que ça serait voilà. déjà une avancée particulière pour les universités canadiennes de se dire, voilà, on fait avancer on va dire, un peu cette fonction-là dans des PME. Alors, c'est vrai que le Canada a la spécificité d'être un pays avec énormément de PME, Oui. contrairement aux États-Unis où tout de suite, la moindre PME, c'est un groupe immense, ou en France, on a aussi une grosse base, on va dire, de PME, mais on a quand même beaucoup aussi de grands groupes qui, du coup, sont très structurés. Et au Canada, les grands groupes, ça va être les classiques, hein, les Bombardier, etc., qui, eux, ont des directions achats, mais qui représentent une minorité des entreprises sur le territoire. Et c'est ça. Et c'est exactement là, selon moi, le problème, parce que finalement, les bons acheteurs finissent par se retrouver dans les grands groupes, mais il y a tellement de travail à faire dans les PME, énormément. Et puis, c'est tout aussi intéressant, là. Je veux dire, des fois, tu as tout à faire. Tu as tout à bâtir, tout un système, et puis c'est la beauté de la chose. Écoutez, le message est passé. On essaiera de bien relayer cette partie et on verra nous aussi à notre niveau avec le podcast achat si on ne peut pas arriver à créer des événements, on va dire. Ça va être digital sans doute dans un premier temps, mais ne Mhm. serait-ce qu'une conférence en ligne où on invite un peu tous les acheteurs du Québec francophone et ensuite sur le reste en anglophone, ça peut être intéressant. Parfait. C'est une bonne idée, ça. Compte-moi, j'espère, en tout cas, tiens-moi au courant, puis je vais participer volontiers. Merci Cédric, à bientôt. Bon Salut, après-midi. à bientôt, Olivier.